Bonjour à tous, donc, je m'appelle Ninon Burgos, je suis chercheuse au CNRS, basée ici à l'Institut du cerveau dans l'équipe Aramis. Et au cours de cette présentation, du coup, je vais vous montrer comment le cadre logiciel que nous avons développé nous a permis d'évaluer de façon objective et reproductible diverses approches d'aide au diagnostic appliquées à la maladie d'Alzheimer. Donc, l'apprentissage statistique ou machine learning, qui constitue un sous-type d'intelligence artificielle, est très largement utilisé pour l'aide au diagnostic, qui peut se voir comme étant une tâche de classification. Est-ce que, par exemple, je fais face à une personne saine ou malade? Les pipelines utilisés pour la classification peuvent varier, mais ils comprennent souvent 4 éléments. Le premier élément, c'est un ensemble de données, un jeu de données d'entraînement, avec un nombre suffisant de sujets ayant des propriétés cliniques qui sont bien caractérisées. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir exprimer de manière assez fiable l'effet de la maladie contre le bruit qu'on peut trouver au sein des sujets, donc la variabilité entre sujets. Le deuxième élément comprend du coup le traitement des données pour en extraire des caractéristiques pertinentes et éventuellement une réduction de dimension. Donc là, vous pouvez, par exemple, vouloir traiter des images d'IRM pour obtenir le volume de diverses régions du cerveau. Et vous pouvez vouloir ne sélectionner que quelques régions du cerveau. Donc, le troisième élément consiste du coup à entraîner et à optimiser votre modèle. Donc, à cette étape, vous sélectionnez un algorithme d'apprentissage supervisé et les paramètres du modèle sont optimisés pour discriminer au mieux un groupe par rapport à un autre sur la base du coup de votre jeu de données d'entraînement. Et enfin, le modèle peut être appliqué à des données de test indépendantes qui ont été pré-traitées de la même manière que les données d'entraînement. Et là, vous pouvez par exemple obtenir le diagnostic probable pour ce patient-là spécifique. Lorsque l'on utilise une approche d'apprentissage profond, qui est elle-même une sous-partie de l'apprentissage statistique, les éléments restent à peu près les mêmes. La principale différence, c'est qu'au lieu d'extraire au préalable les caractéristiques qui nous semblent pertinentes en nous basant sur notre expérience, cette étape elle va se faire automatiquement, du coup, dans le cadre de l'entraînement et de l'optimisation du modèle. Donc, cet exposé va porter du coup sur le diagnostic assisté par ordinateur de la maladie d'Alzheimer, mais les principes peuvent être appliqués à d'autres pathologies. Donc, on va brièvement parler d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence. Donc, c'est un trouble causé par des changements dans le cerveau qui sont du coup anormaux et qui déclenchent un déclin des capacités cognitives. Ce déclin étant suffisamment sévère pour nuire à la vie quotidienne. Donc, le comportement, les sentiments, les relations avec les autres vont particulièrement être affectés. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie évolutive. Donc, les sujets normaux sur le plan cognitif peuvent commencer à avoir des troubles cognitifs légers qui peuvent ou non évoluer vers la démence. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose principalement sur un examen clinique et sur des tests cognitifs, mais l'imagerie joue aussi un rôle important. On peut observer une perte neuronale à l'IRM structurelle avec une atrophie de différentes structures comme les hippocampes ou une expansion des ventricules. La dégénérescence neuronale peut également être observée sur les images de TEP. Et bien sûr, il y a d'autres modalités d'imagerie, mais aussi le liquide cérébrospinal qui peuvent fournir des éléments utiles dans ce cadre-là. Donc, le développement d'outils pour le diagnostic et le pronostic de la maladie d'Alzheimer basé sur le machine learning et plus récemment sur le deep learning, ça c'est vraiment un domaine de recherche qui est très actif. Et concernant le machine learning, dans l'équipe Aramis, on a contribué depuis vraiment plusieurs années à cet effort et on s'est plus récemment intéressé au deep learning. On a bien sûr commencé par une revue de la littérature.
Et nous avons ciblé en particulier les articles publiés dans des journaux et des conférences récentes qui utilisaient des réseaux de neurones convolutifs et qui se basaient uniquement du coup sur l'IRM structurel. On a regardé les performances obtenues, aussi le type d'approche utilisée, mais on s'est rapidement intéressé à la façon dont les méthodes étaient validées. Et là, on a eu en fait quelques surprises, parce que du coup, dans la moitié des cas, on a constaté des potentiels problèmes de fuite de données, donc c'est-à-dire des données qui ont été utilisées aussi bien pour entraîner une approche que pour la tester, ce qui crée des biais. Parce que par exemple, dans un autre cas, si je sais pas, vous entraînez à séparer différentes races de chiens, vous serez bien meilleur pour identifier une race de chien si vous avez déjà vu cet animal en particulier, plutôt que si vous découvrez un nouvel animal. Et c'est exactement ce qui se passe quand il y a de la fuite de données. Et du coup, on a classé donc, les articles en trois catégories. Donc clair, lorsque la fuite de données est explicitement constatée. Donc c'est ceux-là. Normalement, ils sont en rouge pour qu'on les voit bien, mais là, la couleur n'a pas dû passer. Mais donc là, on a vraiment explicitement constaté qu'il y avait des soucis. En orange, on les décrit comme peu clairs parce qu'en fait, il y avait trop peu d'informations fournies dans les articles pour se faire un avis. Mais vu les résultats, on avait quelques doutes. Et du coup, en vert, là, a priori, il n'y a aucune fuite qui a été détectée. Et on a fait un petit test rapide. Et du coup, sans surprise, la performance du coup, en termes de classification obtenue est bien meilleure pour les articles qui ont une potentielle fuite de données. Qu'on a identifié plusieurs causes à ces fuites de données. Là, je vais en présenter 4. Tout d'abord, il y a l'absence pure et simple d'un jeu de test indépendant. Parce que vraiment, l'ensemble de tests ne doit être utilisé que pour évaluer la performance finale et pas pour choisir tous les paramètres au moment où vous entraînez le modèle. Pour ça, il faut utiliser un jeu de validation. Forcément, quand vous n'avez pas de jeu de test, ça ne part pas très bien. Ensuite, on a constaté par exemple le fait que certains divisent le jeu de données pas au niveau du sujet. Quand on sépare les jeux d'entraînement, de validation et de test. Là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand on ne fait pas cette division au niveau du sujet, on peut se retrouver avec d'une même image 3D, admettons qu'on extrait des coupes en 2D, on peut se retrouver avec, pour le même sujet, une partie des coupes dans le jeu de test et une partie des coupes dans le jeu d'entraînement. Là, forcément, quand vous avez vu une tranche dans le jeu d'entraînement et que vous avez juste la coupe d'après dans le jeu de test, c'est plus facile. Ensuite, certains, du coup, séparent leur jeu de données d'entraînement, de validation et de test, mais avant de le faire, ils font une opération quelconque. Là, par exemple, sélectionner des hyperparamètres. Et du coup, ça aussi, ça veut dire qu'on a utilisé à un moment les données de test pour autre chose que tester la performance finale. Donc ça, c'est pas bien non plus. Et finalement, et c'est peut-être là, c'est encore plus subtil, c'est quand on fait de l'apprentissage par transfert et que les domaines, du coup, source et cible se chevauchent. Donc là, si je prends cet exemple-là, on a un réseau qui a été pré-entraîné sur la tâche contrôle versus Alzheimer. Et ce réseau-là, il est utilisé pour initialiser une autre tâche qui est contrôle versus trouble cognitif léger. On fait souvent ça parce que contrôle versus Alzheimer, ça va être plus facile que contrôle versus trouble cognitif léger. Le problème, c'est que si on a utilisé certains contrôles dans le dataset d'entraînement ici pour la tâche source et qu'on les utilise aussi dans le test de la tâche cible, et bien là aussi, on a des problèmes. Et donc ça c'est aussi des choses qu'on a rencontrées. Et donc ça, c'est vrai que dans le cas du machine learning plus traditionnel, on ne voyait plus trop ce genre de problème, mais dans le deep learning, comme c'est assez complexe, et on trouve souvent des soucis. Donc du coup, ici, je fais le bilan. On a constaté de nombreux problèmes dans la validation des articles. Et ça nous empêche en fait de comparer les approches et du coup de tirer des conclusions quant aux stratégies du coup, qui fonctionnent le mieux.
Donc, on s'est fixé comme objectif d'identifier les facteurs, donc par exemple le type de pré-traitement d'image ou l'architecture du réseau, qui vont avoir une influence sur la précision de la classification. Pour ça, on a proposé un cadre qui permet de comparer donc rigoureusement diverses approches. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter dans la suite. Donc, le cadre qu'on a appelé Clinique ADL et du coup, quelques expériences qu'on a pu faire à partir de ce cadre. Donc, Clinique ADL, c'est le résultat de la fusion entre Clinica, qui est la plateforme logicielle open source qu'on développe dans l'équipe pour les études cliniques de neuroimagerie, et de la librairie PyTorch, qui est dédiée principalement au deep learning. Si on commence par une présentation de Clinica, donc Clinica peut prendre en entrée plusieurs modalités d'imagerie, comme l'IRM et la TEP, et fournit des pipelines de traitement d'images qui peuvent combiner du coup différents logiciels qui sont très reconnus dans la communauté de neuroimagerie, comme par exemple FreeSurfer ou FSL. Donc, Clinica permet par exemple d'extraire d'une image, une DRM structurelle, les surfaces du cortex et du coup d'estimer l'épaisseur du cortex en utilisant, là on se base vraiment sur le logiciel FreeSurfer, on ne réinvente pas des méthodes. Et du coup, le résultat il est obtenu en exécutant une ligne de code qui est très simple. Il suffit du coup de taper le Clinica, run qui est le mot-clé pour désigner les pipelines de traitement d'image. Ensuite, le nom du pipeline, et il suffit de préciser où sont les données d'entrée et où vont être stockées les données de sortie. Et voilà. Du coup, une fois que les images ont été pré-traitées, elles peuvent être utilisées comme entrée de méthodes d'analyse statistique, par exemple, ou de machine learning, deep learning. Donc, par exemple, vous pouvez comparer l'épaisseur corticale entre des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et des sujets sains. Cette fois, on se base sur une autre librairie qui s'appelle SourceStat, et on peut toujours faire ça en une ligne, avec le même principe de mots-clés. Donc l'enchaînement des traitements, comme ça, n'est possible que parce que les données sont organisées selon des standards. Donc pour les données d'entrée, elles suivent le BIDS pour Brain Imaging Data Structure, et les sorties suivent le CAPS, où là c'est spécifique à Clinica, ça veut dire Clinica Process Structure. Il y a un équivalent du BIDS pour les données pré-traitées, et à un moment, le CAPS et ce BIDS-là vont converger, mais on n'en est pas encore là. Et comme toutes les données, du coup, tous nos jeux de données ne sont pas organisés sous le format BIDS, Clinica fournit également des outils de conversion. Si on prend pour exemple le jeu de données ADNI, qui est issu d'une grande étude américaine sur la maladie d'Alzheimer, qui est utilisable librement, on peut voir que quand on télécharge les images, on obtient quelque chose comme ça. Et il faut souvent pas mal de temps aux personnes pour comprendre un peu ce qu'elles ont devant les yeux. Alors que cette organisation-là, quand même bien plus lisible. Et ça correspond du coup au BIDS. Et avec Clinica, on peut passer de l'un à l'autre, toujours en une ligne. Donc vous connaissez maintenant Clinica, et on va pouvoir du coup passer à Clinica DL. Donc les fonctionnalités de Clinica DL, elles sont centrées sur l'utilisation du deep learning pour faire de la classification d'images médicales. La plateforme réutilise des pipelines de traitement donc, qui sont déjà intégrés à Clinica, donc on appelle juste Clinica, mais elle propose aussi des fonctionnalités uniques, comme par exemple l'entraînement de réseaux de neurones. Et on va voir quelques exemples. Donc, dans un contexte de classification avec du deep learning, on n'a pas forcément besoin de beaucoup pré-traiter les images, donc par exemple d'extraire les volumes de région ou ce genre de choses. Donc on peut appliquer un pré-traitement un peu plus léger. Donc là, concrètement, on a un pipeline qui permet de simplement corriger les inhomogénéités d'intensité et d'aligner globalement l'image à une template. Donc là, c'est le même principe que pour Clinica, on se base pour les logiciels de la communauté. Et du coup, il suffit d'une ligne pour pré-traiter nos images. Les images, elles ne peuvent pas être données en entrée à un réseau de neurones avec vraiment le même format
en termes de fichiers, je veux dire, que ce qu'on utilise habituellement quand on fait du traitement d'image médicale. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le Nifty, mais PyTorch, le Nifty, il ne connaît pas. Du coup, il faut transformer ça dans un format qui est reconnu par cette librairie-là. Et tant qu'on fait ça, on peut aussi, par exemple, extraire des images, donc des volumes 3D. On peut soit extraire des patchs, soit extraire des coupes de dés, parce qu'on peut aussi vouloir travailler avec ce type de données d'entrée et pas forcément avec le volume 3D en entier. Et donc ça encore, fait une ligne. Donc Clinique ADL, donc ça permet d'entraîner différents types de réseaux de neurones. Du coup, on a différents types selon les entrées qu'on peut donner. Donc on retrouve ce qu'on a vu précédemment, soit des images entières, des patchs 3D ou des slices 2D. Si on prend l'exemple des patchs 3D, on peut entraîner ce qu'on appelle un auto-encodeur qui va simplement encoder ou compresser, disons, l'image qui est donnée en entrée et pour ensuite la reconstruire. Mais on peut bien évidemment entraîner des classifieurs. Donc on peut par exemple entraîner un classifieur auquel on va donner tous les patchs qu'on a extraits, ou on peut entraîner par exemple un classifieur par patch. Donc les patchs étant extraits d'une zone spécifique du cerveau. Et un atout de Clinica, c'est la possibilité de transférer les poids entre ces différents réseaux. Donc, par exemple, on peut transférer des poids entre un auto-encodeur et un classifieur ou entre différents classifieurs. Et ça, c'est très pratique parce que ça peut nous permettre, par exemple, d'avoir une meilleure initialisation parce que pour l'auto-encodeur, en fait, on n'a pas besoin de connaître le diagnostic pour chaque image. On reconstruit simplement des images. Du coup, on peut bien initialiser notre réseau. Et ensuite, quand on veut l'appliquer, par exemple, à un jeu de données un petit peu plus réduit, parce que là, on a des labels, eh ben, on arrivera à faire des choses un peu mieux. Donc finalement, quand il suffit de fournir une image, un réseau qui a été pré-entraîné, et on peut obtenir une prédiction en utilisant du coup la commande clinicadl classify. Voilà. Donc on a vu un petit peu la plateforme clinicadl, et du coup on va maintenant pouvoir regarder ce qu'on a pu faire grâce à elle. Et donc on va avoir quelques expériences et les résultats qu'on a pu obtenir avec. Donc on a travaillé avec le jeu de données ADNI que j'ai mentionné précédemment. Donc on a étudié les patients ayant un fonctionnement cognitif normal, donc les CN, les troubles cognitifs légers, donc les MCI, et la maladie d'Alzheimer, donc AD. On s'est intéressé à deux tâches. D'abord, différencier des patients atteints de la maladie d'Alzheimer des sujets cognitivement normaux. Donc la pertinence, elle est clinique, elle est assez limitée, mais c'est la tâche vraiment la plus fréquente dans la littérature et elle est assez utile quand on fait du développement méthodologique. Parce que déjà, si on n'arrive pas à s'en sortir avec cette tâche-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et la deuxième tâche, donc, du coup, elle consiste à distinguer les patients atteints de troubles cognitifs légers qui évolueront vers la maladie d'Alzheimer de ceux qui resteront stables. Et du coup, là, cette tâche-là, elle est un peu plus intéressante, car elle permet de prédire le groupe de sujets qui développeront probablement la maladie. Donc, on a d'abord étudié l'influence du type de pré-traitement d'image en utilisant un seul type de réseau de neurones qui prend une image 3D entière en entrée. Donc, on a comparé un pré-traitement qu'on a appelé minimal, qui comprend simplement la correction des inhomogénéités d'intensité et l'alignement global de l'image à un template, avec un pré-traitement qui est un peu plus étendu, qui comprend la correction toujours des inhomogénéités d'intensité, l'alignement local cette fois de l'image à une template et l'extraction du cerveau. Et vous pouvez voir là qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les performances obtenues en utilisant ces deux stratégies de pré-traitement. On est vraiment sur la même précision. Du coup, on a préféré utiliser le traitement minimal, enfin ça ne sert à rien de faire plus, et on a ensuite étudié l'influence de l'architecture du réseau de neurones. Donc on a comparé des réseaux prenant en entrée l'image 3D complète, des patchs 3D donc, qui couvrent l'ensemble du cerveau, mais on les donne patch par patch,
et des coupes de dés. Là aussi, ça finit par couvrir l'ensemble du cerveau, mais on les donne slice par slice. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, les approches 3D fournissent à peu près le même niveau de performance et que par contre, l'approche 2D, elle est moins efficace. L'hypothèse, c'est que c'est dû au fait que l'information spatiale, elle n'est pas correctement modélisée dans l'approche 2D. On a ensuite étudié la capacité du coup de ces approches à générer des résultats similaires pour d'autres jeux de données. Donc, on a entraîné un réseau avec les données d'ADNI et on l'a testé sur donc, des données indépendantes d'ADNI, mais aussi sur d'autres jeux de données, donc Able et Oasis, qui sont d'autres jeux de données pour la maladie d'Alzheimer qui sont disponibles publiquement. On voit que dans l'ensemble, les modèles se sont bien généralisés du coup à ADNI, encore heureux, et à Able, mais seulement pour une des tâches, donc le contrôle versus Alzheimer. Et on voit que ça ne généralise vraiment pas bien. Donc pour cette tâche-là, pour Able, vous voyez que la performance est vraiment moins bonne entre ADNI et Able. Et on pense que c'est dû au fait que les sujets MCI d'Able sont sensiblement plus âgés que ceux d'ADNI. Et du coup, le réseau s'en sort pas bien. Et vous pouvez aussi voir que les résultats pour Oasis ne généralisent pas très bien non plus. Là aussi, c'est certainement dû au fait que les populations entre ADNI et Oasis sont assez différentes. En fait, dans Oasis, sont considérés sous le label Alzheimer aussi les sujets qui ont des troubles cognitifs légers. Alors que du coup, dans ADNI, ils sont traités séparément. Donc forcément, avec des différences comme ça dans les populations, on généralise moins bien. Voilà. Et du coup, le dernier point qu'on a regardé, c'est quand même, on s'est demandé si le deep learning était plus performant que les méthodes de machine learning, qui ont quand même fait leur preuve depuis pas mal d'années. Du coup, on a gardé notre réseau qui prend des images 3D en entier. Et on a aussi utilisé donc, un classifieur qui, dans une étude qu'on avait fait précédemment, avait obtenu les meilleurs résultats pour cette tâche-là. Et donc, est-ce que le deep learning fait mieux? Pas franchement. Mais par contre, il n'est pas exclu que des méthodes de deep learning plus sophistiquées puissent atteindre des performances plus élevées, mais c'est aussi valable pour les méthodes de machine learning. Il y a des méthodes de machine learning qui peuvent aussi atteindre de meilleurs résultats. Là, c'est juste des méthodes très standards, très simples, qui peuvent vraiment servir de baseline quand ensuite les gens développent de nouvelles méthodes. Ils peuvent se comparer à celles-là. Et si en gros ils ne font pas mieux que des méthodes très simples comme ça, c'est que leur méthode compliquée ne vaut pas forcément le coup. Du coup, au cours de cette présentation, donc on en a vu les différents éléments qui contribuent à rendre un peu plus reproductible, plus objective l'évaluation des méthodes de deep learning dans la maladie d'Alzheimer. Donc au niveau des éléments de clinique ADL qui participent au caractère reproductible, on a le fait que du coup, on organise les données, au moins les données d'entrée de façon standard. On manipule nos données vraiment automatiquement et tout le code est disponible, est documenté aussi, disponible à tous. Et concernant l'évaluation objective, donc on fournit des modèles pré-entraînés, donc des modèles simples, donc, auxquels il est possible de comparer de nouvelles approches. Et on fournit aussi des outils qui permettent une validation rigoureuse, donc vraiment de vérifier que vous n'avez pas dans votre jeu de test des données que vous avez déjà utilisées dans l'entraînement, ce genre de choses. Donc on a pas mal de petits outils pour être sûr que tout se passe bien. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous remercie de votre attention, aussi l'opportunité de pouvoir vous parler. Ça, c'est un peu toute l'équipe il y a quelques années. Ça sont tous les contributeurs de Clinica et Clinica DL. Et puis, du coup, je vous laisse avec quelques liens. Voilà, merci.